Je m'appelle Jean Dubois et j'ai aujourd'hui 68 ans. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée il y a 5 ans, durant ce qui aurait dû être l'apogée de ma carrière, mais qui s'est avéré être l'une des périodes les plus solitaires de toute mon existence. J'étais le PDG du groupe financier Dubois, une entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, à la sueur de mon front, sur plus de 30 années de labeur acharné. J'avais absolument tout ce que le monde m'avait dit de désirer. La richesse, le succès, l'influence, le respect. Je vivais dans un appartement de luxe en ville, niché au dernier étage d'un immeuble haussmannien, avec une vue imprenable sur les toits d'une ville de Normandie, un panorama de clochers et d'ardoises qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Je conduisais des voitures de luxe, des berlines allemandes au cuir immaculé, et je voyageais exclusivement en première classe. Les gens écoutaient religieusement lorsque je parlais, et les portes s'ouvraient comme par magie à la simple mention de mon nom. Mais j'étais profondément, irrémédiablement seul. Ma femme, Monique, était décédée 4 ans plus tôt d'un cancer des ovaires. Sa présence, autrefois un soleil dans ma vie, n'était plus qu'un vide glacial que rien ne semblait pouvoir combler. Nous n'avions jamais eu d'enfant, une décision que nous avions prise d'un commun accord lorsque nous avions la trentaine, entièrement consumée par la construction de nos carrières respectives. Après sa mort, je m'étais jeté dans le travail avec une intensité décuplée, une fureur presque, tentant désespérément de remplir l'abîme que son absence avait creusé dans mon âme. Mes journées de travail s'étiraient sur 14 heures, les week-ends se passaient au bureau, et ma propre valeur se mesurait en résultats trimestriels et en cours de la bourse. J'avais des connaissances, une multitude d'associés, mais aucun véritable ami. Ma relation avec mon jeune frère, Nicolas, s'était fracturée des années auparavant suite à un désaccord commercial stupide, une dispute où l'orgueil avait pris le pas sur les liens du sang. Je voyais ma mère âgée, Marie, peut-être 2 fois par an, trouvant toujours des prétextes liés à un travail trop exigeant pour justifier mes absences. Je vivais dans une bulle dorée de réussite professionnelle et d'isolement personnel. Ce soir-là, fin novembre, je travaillais de nouveau tard. La neige avait commencé à tomber en début d'après-midi, la première vraie neige de la saison, et la ville était magnifique sous son manteau blanc et silencieux. Les lumières des rues se reflétaient sur les flocons qui dansaient lentement dans l'air glacial. Vers 20 heures, ma fidèle assistante, Valérie, m'a rappelé, avec la discrétion qui la caractérisait, que mon agenda était vide et que je devrais peut-être rentrer chez moi. Mais la perspective de rentrer ne m'attirait nullement. M'attendaient seulement les murs froids d'un appartement vide et une autre soirée solitaire en compagnie d'une bonne bouteille de vin et d'une pile de rapports financiers. Alors, au lieu de cela, j'ai pris une décision impulsive. J'ai décidé d'aller dîner au bistrot de Marcel, un petit restaurant que je fréquentais occasionnellement. Il n'était pas particulièrement chic selon mes standards habituels, mais la cuisine était authentique, généreuse, et l'endroit était suffisamment calme pour que je puisse manger en paix, sans être dérangé. Le restaurant était modérément animé lorsque je suis arrivé. Des familles et des couples savouraient leur dîner dans l'atmosphère chaude et accueillante, remplie du bourdonnement des conversations et du cliquetis des couverts. La neige tombait maintenant plus drue, un rideau blanc et mouvant visible à travers les grandes fenêtres qui longeaient un mur. On m'a conduit à ma table habituelle, dans un coin, où je pouvais m'asseoir dos au mur et observer la salle sans être remarqué, un fantôme dans mon propre cocon d'invisibilité. Je venais de passer ma commande quand j'ai perçu une certaine agitation près de l'entrée. L'hôtesse parlait à voix basse et pressante à une femme tenant un petit enfant dans ses bras, âgée de 2 ou 3 ans tout au plus. Une autre enfant, une fillette de peut-être 5 ou 6 ans, se tenait à côté d'elle, serrant précieusement ce qui ressemblait à une grue en origami faite de papier. Même de l'autre côté de la salle, je pouvais voir qu'ils étaient en grande difficulté. La femme portait un mince manteau beige qui semblait terriblement inadéquat pour la météo glaciale. Les vêtements des enfants étaient propres mais visiblement usés, superposés en couches pour lutter contre le froid. Ils avaient l'apparence de personnes qui traversaient des temps difficiles depuis un certain temps déjà. Des yeux fatigués, des gestes prudents, cette lassitude particulière qui vient de l'incertitude constante du lendemain, de ne pas savoir d'où viendra le prochain repas. « Je suis désolé », ai-je entendu l'hôtesse dire, sa voix me parvenant malgré ses efforts pour rester discrète. « Sans argent, je ne peux pas vous installer. Ce n'est pas ma décision. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider. » Les épaules de la femme se sont affaissées sous le poids de ce refus poli. « Je comprends. Je pensais juste avec la neige et les enfants qui ont si froid, je pensais que peut-être nous pourrions juste nous asseoir quelques minutes pour nous réchauffer. »« Je suis vraiment désolé, » a répété l'hôtesse, un regret sincère dans la voix.
La femme a hoché la tête et s'est retournée pour partir, rassemblant ses enfants contre elle. La petite fille a jeté un regard nostalgique vers l'intérieur du restaurant, son souffle formant un nuage de buée dans l'air froid qui s'engouffrait par la porte ouverte. Quelque chose dans cet instant m'a frappé avec une force inattendue. Peut-être était-ce le contraste brutal entre mon costume coûteux, taillé sur mesure, et leurs vêtements usés. Peut-être était-ce la façon dont la mère tenait ses enfants avec une tendresse si protectrice, malgré son dénuement total. Ou peut-être était-ce simplement que j'étais fatigué d'être seul, de manger des repas onéreux dans des restaurants luxueux en me sentant vide à l'intérieur. Quelle que soit la raison, je me suis levé et j'ai marché rapidement vers l'entrée. « Excusez-moi » ai-je appelé. La femme s'est retournée, serrant ses enfants encore plus fort, son expression méfiante. Oui. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. J'ai une table et je déteste manger seul. Voudriez-vous, vous et vos enfants, vous joindre à moi pour le dîner? C'est moi qui invite. J'ai vu l'espoir lutter contre la suspicion dans ses yeux. La vie lui avait appris à être prudente. J'ai réalisé à quel point le monde pouvait être cruel envers les personnes en situation de vulnérabilité. Je ne veux pas la charité, dit-elle doucement mais fermement. Ce n'est pas la charité, ai-je répondu, et j'ai constaté que je le pensais vraiment. C'est de la compagnie. Comme je l'ai dit, je dîne seul la plupart des soirs. Ce serait agréable de partager un repas avec quelqu'un, surtout par une soirée aussi froide. Elle a scruté mon visage, cherchant des motifs cachés ou de la condescendance. J'ai essayé de garder mon expression ouverte, honnête. Finalement, elle a légèrement hoché la tête. Juste le dîner, dit-elle. Et ensuite, nous partirons. Juste le dîner, ai-je acquiescé. L'hôtesse, visiblement soulagée et heureuse, nous a reconduits à ma table dans le coin. Elle a apporté des chaises hautes et des menus supplémentaires, et je l'ai vu adresser à la femme un sourire chaleureux d'encouragement. Une fois assis, j'ai tendu la main par-dessus la table. Je m'appelle Jean. La femme la serra avec précaution. Je suis Manon. Voici ma fille, Chloé. Elle désigna la fillette de 5 ans avec la grue en origami. Et voici mon fils, Léo. Elle fit un geste vers le bambin qui me fixait avec d'immenses yeux curieux. C'est un plaisir de vous rencontrer tous, dis-je. S'il vous plaît, commandez tout ce que vous voulez. Et je le pense, absolument tout ce que vous voulez. Ne vous retenez pas. Manon regarda le menu avec une expression presque douloureuse à observer. Il était clair qu'elle essayait de calculer les plats les moins chers, de ne pas abuser de la situation même si je les avais invités. Chloé tenait sa grue en papier avec soin, la montrant à sa mère et lui chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. La blanquette de veau est excellente, ai-je suggéré doucement. Et ils font de merveilleuses pâtes pour enfants. Léo, aimes-tu les spaghettis? Le petit garçon hocha la tête avec enthousiasme, et malgré elle, Manon sourit. Lorsque le serveur est venu, j'ai commandé généreusement pour nous tous, y compris des entrées et des boissons. Manon a essayé de protester, mais j'ai écarté ses objections d'un geste de la main. S'il vous plaît, ce n'est que de la nourriture, et il fait une nuit glaciale. Pendant que nous attendions notre repas, Chloé continuait de me regarder avec ses yeux solennels. Elle tenait toujours sa grue en papier, et j'ai remarqué que ses mains étaient rouges de froid, bien qu'elles commençaient à se réchauffer dans la chaleur du restaurant. C'est une très belle grue, lui ai-je dit. C'est toi qui l'as faite? Elle a hoché la tête timidement. Chloé adore l'origami, a expliqué Manon. Elle a appris lors d'un atelier à la bibliothèque, avant, sa voix s'est éteinte et j'ai compris. Avant que les circonstances ne les jettent à la rue. C'est un art japonais, dit Chloé à voix basse, trouvant enfin sa voix. La grue est spéciale. Si tu plies 1000 grues, tu as droit à un vœu. Ah oui? Dis-je. Et combien en as-tu plié jusqu'à présent? 743, répondit Chloé avec une précision d'adulte. Je les garde dans le sac de maman. Je vais souhaiter une maison quand j'arriverai à 1000. Cette simple déclaration, livrée avec tant d'espoir et de détermination, m'a frappé comme un coup de poing. Voici une enfant qui n'avait si peu, qui comptait des grues en papier et croyait aux vœux. Car en quoi d'autre pouvait-elle croire? Notre nourriture est arrivée, et j'ai regardé Manon aider soigneusement Léo avec ses spaghettis tout en essayant de manger son propre repas. Elle avait manifestement faim,
mais elle s'interrompait constamment pour s'occuper de ses enfants d'abord. La marque d'une bonne mère, ai-je pensé. Quelqu'un qui fait passer les besoins de ses enfants avant les siens, même quand elle n'a rien. Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue? Ai-je demandé doucement, craignant immédiatement d'avoir été trop direct. Je suis désolé. Vous n'avez pas à répondre si c'est trop personnel. Manon resta silencieuse un moment, puis dit, 3 mois. Mon mari est mort dans un accident de travail il y a 18 mois. Pas d'assurance, pas d'indemnité de décès car il travaillait comme auto-entrepreneur. J'ai essayé de garder notre appartement, mais le loyer n'arrêtait pas d'augmenter, et mon salaire ne suivait pas. Puis je suis tombé malade, j'ai manqué le travail et j'ai perdu mon emploi. Nous logeons dans des centres d'hébergement d'urgence quand nous pouvons y entrer. Nous dormions dans notre vieille voiture quand ce n'était pas possible. Elle marqua une pause. La voiture est tombée en panne il y a 2 semaines. Nous n'avions pas les moyens de la réparer. Je suis sincèrement désolé, dis-je, et je le pensais. Nous allons nous en sortir, dit Manon avec une détermination qui était clairement plus pour ses enfants que pour elle-même. J'ai quelques entretiens d'embauche prévus. Une fois que j'aurai une fiche de paie, nous pourrons nous remettre sur pied. J'ai juste besoin d'une chance. Combien de fois avais-je entendu des histoires comme celle-ci de manière abstraite? Combien de fois avais-je lu des articles sur le sans-abrisme et la pauvreté et les avais-je considérés comme des statistiques, des problèmes sociaux que quelqu'un d'autre devait résoudre? Mais assis en face de Manon et de ses enfants, voyant leur visage, entendant leur histoire, cela devenait réel d'une manière que cela n'avait jamais été auparavant. Nous avons parlé davantage pendant que nous mangions. Manon avait été assistante dentaire avant de perdre son emploi. Elle était éduquée, qualifiée et travailleuse. Mais elle était passée à travers les mailles d'un système qui n'avait pas de filet de sécurité pour des gens comme elle. Une tragédie en avait entraîné une autre. Chaque revers rendant plus difficile de se remettre du précédent. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve ici, sans abri avec 2 jeunes enfants, essayant de survivre au jour le jour. Chloé mangeait lentement, avec soin, s'assurant de ne rien gaspiller. Entre 2 bouchées, elle travaillait sur une autre grue en origami, ses petits doigts créant des plis précis dans une serviette en papier. Léo était plus concentré sur ses spaghettis, qu'il mangeait avec un désordre enthousiaste, mais même lui semblait conscient de la nécessité d'apprécier ce repas. « Vous êtes très gentil de faire ça, » dit Manon après un moment. La plupart des gens ne nous voient pas. Ils regardent à travers nous, ou ils traversent la rue pour nous éviter. Certaines personnes sont en colère contre nous, comme si nous avions choisi cette vie. J'ai honte de dire que j'ai probablement été l'une de ces personnes, ai-je admis, passant à côté sans vraiment voir. Me disant que ce n'est pas mon problème ou que mes dons à des œuvres de charité suffisent. Au moins, vous êtes honnête à ce sujet, dit Manon. Le dessert est arrivé et j'ai commandé de la glace pour les enfants et du café pour Manon et moi. Alors que nous étions assis dans la chaleur du restaurant, regardant la neige tomber dehors, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une connexion. Un but. Ces gens ne savaient pas que j'étais un PDG ni ne se souciaient de ma réussite financière. Ils savaient seulement que je leur avais offert un dîner par une nuit froide, et c'était suffisant. Quand il fut temps de partir, j'ai payé l'addition en y ajoutant un pourboire généreux. Alors que Manon rassemblait ses enfants et leurs quelques affaires, Chloé s'est approchée de mon côté de la table. Elle m'a tendu la grue en papier qu'elle avait fabriquée avec la serviette. « C'est pour vous, dit-elle solennellement. Pour avoir été gentil avec nous. » J'ai pris la délicate grue en papier, encore chaude de ses petites mains. Elle était parfaitement pliée malgré le matériau, chaque pli soigné et précis. « Merci, Chloé, dis-je, la voix légèrement étranglée par l'émotion. C'est très spécial. C'est pour la bonne chance, a-t-elle expliqué. Et pour vous aider à ne plus être seule. Maman dit que vous mangez souvent seule. La vérité sortit de la bouche des enfants. Cette fillette de 5 ans avait vu en moi quelque chose que j'essayais de me cacher à moi-même. Elle avait reconnu ma solitude alors même qu'elle faisait face à ses propres circonstances bien plus désespérées. Manon et les enfants sont partis, retournant dans la nuit enneigée. Je suis resté à la table, tenant cette grue en papier et pensant à ma vie, à la façon dont j'avais atteint tout ce que je pensais vouloir mais avais perdu de vue ce qui comptait vraiment, à la façon dont ces étrangers m'avaient donné plus en quelques heures que je n'avais trouvé en des années de poursuite du succès. Je n'ai pas pu cesser de penser à eux en rentrant dans mon appartement vide cette nuit-là.
Le visage déterminé de Manon, le sourire innocent de Léo, l'origami soigné de Chloé et son vœu pour une maison. La grue en papier reposait sur ma table de chevet, et je me suis surpris à la regarder constamment. Le lendemain matin, au lieu d'aller directement au bureau, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé les services sociaux de la mairie et j'ai demandé comment je pouvais aider une famille spécifique. Ils ont d'abord été prudents, invoquant des raisons de confidentialité, mais j'ai expliqué la situation et leur ai demandé de faire au moins savoir à Manon qu'une aide était disponible si elle le souhaitait. Puis j'ai passé un autre appel, celui-ci à mon service des ressources humaines. J'ai besoin que vous examiniez les besoins de recrutement de notre entreprise, notamment pour des postes d'assistants dentaires. Et je veux savoir quel type de service de soutien nous offrons aux employés qui pourraient venir de circonstances difficiles. Au cours des jours suivants, je me suis surpris à changer de manière modeste mais significative. J'ai commencé à remarquer les sans-abri que je croisais en allant au travail, à les voir vraiment au lieu de regarder à travers eux. J'ai fait des dons, mais plus important encore, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une association d'aide aux sans-abri locale, un soir par semaine. Et j'ai recontacté mon frère, Nicolas. Cette vieille rancune semblait soudainement ridicule à la lumière de ce que j'avais appris sur les vraies difficultés. La vie était trop courte et trop incertaine pour la gaspiller en fierté. J'ai appelé ma mère, Marie, plus souvent. J'ai commencé à construire des liens au lieu de simplement construire de la richesse. 2 semaines après ce dîner, Manon a appelé le numéro que les services sociaux lui avaient donné. Nous nous sommes rencontrés pour un café et je lui ai offert un poste dans mon entreprise, non par pitié, mais parce qu'elle était qualifiée et parce que j'avais appris que parfois, les gens ont juste besoin d'une vraie chance pour prouver leur valeur. Je ne peux pas accepter la charité, dit-elle, faisant écho à ses paroles de la première nuit. Ce n'est pas la charité, dis-je, faisant écho aux miennes. C'est une offre d'emploi. Vous êtes qualifié. Nous avons un poste à pourvoir et vous avez besoin de travailler. La seule considération spéciale est que je suis prêt à être flexible sur le calendrier jusqu'à ce que vous soyez installé. Après cela, vous serez une employée comme les autres qui devra faire ses preuves. Elle m'a de nouveau étudié avec cette même évaluation minutieuse. Pourquoi faites-vous ça? Parce que votre fille m'a donné une grue en papier et m'a dit qu'elle espérait que je ne serais plus seul, ai-je dit honnêtement. Et ce simple acte de gentillesse de la part d'une enfant qui n'avait rien m'a rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Il ne s'agit pas de moi vous sauvant, Manon. Il s'agit de nous entraider les uns les autres. C'est comme ça que nous sommes censés vivre. Manon a commencé à travailler dans mon entreprise 3 semaines plus tard. Nous l'avons aidée à trouver un logement temporaire grâce à un programme dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à ce que je commence à poser des questions. En 6 mois, elle avait économisé assez pour la caution d'un petit appartement. Chloé s'est inscrite à l'école et a rejoint un club d'origami. Léo a commencé l'école maternelle. Je me suis fait un devoir de dîner avec eux de temps en temps, et ils sont devenus pour moi une sorte de famille. Non pas parce que j'étais leur bienfaiteur, mais parce qu'ils m'avaient donné quelque chose dont j'avais désespérément besoin, un rappel de ce que signifiait être humain, être connecté, se soucier des autres. La grue en papier que Chloé m'a donnée est toujours sur mon bureau au travail. Elle est maintenant un peu délavée et légèrement usée, mais je la conserve dans une petite vitrine. Quand j'ai des décisions difficiles à prendre, ou quand je me surprends à retomber dans de vieilles habitudes d'isolement, je la regarde et je me souviens de cette nuit au restaurant. Je me souviens d'une petite fille qui n'avait presque rien mais qui voulait quand même me donner quelque chose pour soulager ma solitude. Je me souviens de la force et de la dignité de sa mère face à des circonstances impossibles. Je me souviens de la chaleur d'un repas partagé avec des gens qui me voyaient simplement comme Jean. Pas Jean Dubois, le PDG. Cette soirée a changé ma vie de manière inattendue. Je dirige toujours mon entreprise, je gagne toujours bien ma vie, je vis toujours confortablement, mais maintenant je fais aussi du bénévolat régulièrement. J'ai mis en place des programmes dans mon entreprise pour aider les employés en difficulté, car j'ai appris que des gens bien peuvent se retrouver dans de mauvaises situations sans que ce soit de leur faute. J'ai renoué avec ma famille et noué de nouvelles amitiés. Je ne suis plus seul. Parfois, les gens m'interrogent sur mon travail philanthropique ou me demandent pourquoi je consacre tant de temps à des programmes sociaux alors que je pourrais me concentrer sur les marges bénéficiaires. Je leur parle d'une soirée de novembre enneigée, d'une famille sans abri et d'une grue en papier. Je leur dis que le meilleur investissement que j'ai jamais fait n'était pas financier. C'était le coût d'un dîner qui m'a rappelé que nous sommes tous connectés. Que nous avons tous besoin les uns des autres.
Que la gentillesse n'est pas seulement quelque chose que nous donnons, mais aussi quelque chose que nous recevons. Chloé a maintenant 10 ans et fait toujours de l'origami. Elle n'a jamais atteint les 1000 grues pour son vœu, car elle n'en a pas eu besoin, mais elle continue d'en faire. Et elle continue de les donner aux gens qui, selon elle, ont besoin de bonne chance. Manon a été promue 2 fois et s'en sort très bien. Léo est en première année de primaire et veut devenir pompier. Ils ne sont plus sans abri. Ils ont un foyer, une stabilité, de l'espoir pour l'avenir. Mais la vérité, c'est qu'ils m'ont donné tout autant que je leur ai donné, peut-être même plus. Ils m'ont rappelé qu'un foyer n'est pas seulement un lieu physique. C'est un sentiment d'appartenance, de connexion, de bienveillance et d'être aimé. Ce soir-là, au restaurant, je pensais faire une bonne action en offrant le dîner à une famille sans abri. Ce que je n'ai réalisé que plus tard, c'est qu'ils m'offraient quelque chose à moi aussi. Un retour à l'humanité, à la compassion, à la compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. Les plus beaux cadeaux ne viennent pas dans des emballages coûteux. Parfois, ils se présentent sous la forme d'une grue en papier pliée par de petites mains froides et offerte avec un cœur pur par une enfant qui avait toutes les raisons d'être amère mais qui a choisi d'être gentille à la place. C'est le cadeau que Chloé m'a fait. Et il vaut plus que toute la richesse que j'ai accumulée au cours de toute ma carrière. Parfois, nous traversons la vie en pensant que nous avons tout compris, mesurant le succès en argent, en pouvoir et en prestige. Et puis une enfant laisse une grue en papier sur votre table et vous réalisez que vous avez regardé tout de travers. Vous réalisez que les choses les plus importantes ne peuvent être ni achetées ni vendues. Elles ne peuvent qu'être données et reçues avec un cœur ouvert. Je garde cette leçon près de moi maintenant, aussi près que la grue en papier sur mon bureau. Et chaque fois que je commence à oublier, chaque fois que je me sens retomber dans mes vieilles habitudes, je me souviens de la voix d'une petite fille disant « C'est pour vous, pour avoir été gentil avec nous ». Parfois, la gentillesse est sa propre récompense. Mais parfois, si vous êtes très chanceux, la gentillesse vous revient de manière inattendue. Elle revient sous forme de connexion, de sens, de fin de la solitude. Elle revient sous la forme d'une grue en papier et du vœu d'une enfant pour que vous ne soyez plus seul. Et vous savez quoi? Son vœu s'est réalisé.